Bienvenue au Conseil Chic, réflexion pour la femme de sagesse et d'élégance. Je suis Nadia, votre coach en élégance, et dans ce podcast hebdomadaire, je vous apporte des idées sur la façon de cultiver les attributs d'une femme élégante qui est non seulement élevée en termes d'apparence, mais aussi à un niveau beaucoup plus profond, spirituellement élevé. Vous trouverez des références bibliques ainsi que d'autres sources de sagesse. Que vous soyez débutante ou avancée dans votre voyage vers la version la plus élégante de vous-même, une apprentie curieuse ou simplement à la recherche d'inspiration pour un état d'esprit élégant, vous êtes au bon endroit. Alors servez-vous une bonne tasse de votre boisson préférée, asseyez-vous et suivez-moi dans ce voyage de découverte et de croissance. Il semble impossible de passer toute sa vie sans avoir la douceur d'une présence féminine près de soi. Guide de Larigaudy. Comment définir la féminité ? La féminité se définit comme le comportement ou les qualités considérées comme caractéristiques d'une femme. On parle de féminité, féminitude, et les opposés, bien entendu, seront masculinité et virilité. C'est un sujet très délicat à aborder parce que très controversé de nos jours, et je vois que c'est une tendance sur les réseaux sociaux. Vous avez de nombreuses pages, des coachs de féminité, des livres et des e-books qui s'écrivent, et même dans le domaine de l'élégance et de l'étiquette, on parle de féminité forcément. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai découvert beaucoup de termes que j'ignorais, comme l'énergie féminine sombre, l'énergie féminine lumineuse, l'énergie féminine divine et tout ça. Et je ne sais pas si je m'inquiète du fait que nous, en tant que femmes, on ait besoin de réapprendre ce que signifie être féminine, ou si je dois me réjouir du fait que les femmes se rendent compte qu'agir comme des hommes n'est pas vraiment la solution et préfèrent revenir vers la féminité. Mais par souci d'optimisme, parce que je me considère comme quelqu'un d'assez optimiste, j'opterai donc pour ce dernier état d'esprit. Alors, je ferai donc de mon mieux pour vous dire ce que je pense, ce que signifie être féminine, des avantages de cultiver la féminité, pourquoi il est nécessaire de vous encourager à embrasser votre féminité en premier lieu, et comment la cultiver. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas offensés par tout ce que je dis. Si c'est votre première fois sur ce podcast et que vous ne me connaissez pas, sachez que je suis quelqu'un qui essaye d'être le plus possible équilibré dans ses propos. Donc, tout ce que je dis ici n'est que mon humble opinion. Je ne prétends pas tout savoir. C'est vraiment réellement juste mon opinion et ma manière de percevoir le monde qui m'entoure. Je suis plus qu'ouverte à écouter vos réflexions, à condition que cela se fasse de manière courtoise et dans le but d'un véritable échange enrichissant. Jouons à un jeu ensemble. Dites-moi, sans trop réfléchir, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez féminité ? Je vais vous donner un petit instant. Voyons maintenant si nous avons eu le même mot. Donc j'ai fait quelques recherches en ligne et voici les traits qui sont liés au fait d'être féminine qu'on peut trouver. Compassion, soin, sensibilité, douceur, soutien, empathie, émotivité, créativité, intuition et grâce. Ce serait sympa que vous partagiez dans les commentaires le mot qui vous est venu à l'esprit, le premier mot qui vous est venu à l'esprit lorsque vous avez pensé féminité, parce que le mien, ça a été douceur. Donc il est bien dans la liste. Quand je pense à ce que je pensais de la féminité lorsque j'avais la vingtaine, et maintenant que je me rapproche de la quarantaine, il y a une sacrée évolution. Et je crois que ça a évolué dans la bonne direction, parce que plus j'embrasse ma féminité, et plus j'ai confiance en moi, et plus je me sens puissante dans ma féminité. Parce que lorsque je poursuivais une carrière, de l'argent, l'indépendance, attention, l'indépendance selon la définition de la société, et paradoxalement, je vois maintenant que plus je courais derrière cette liberté, plus j'étais prisonnière. J'étais prisonnière de l'ambition des autres, enfin de la société, à mon égard. Alors que la vraie liberté pour une femme, en réalité, c'est d'avoir le choix. À l'époque, j'avais l'impression de ne pas avoir le choix finalement.
j'avais cette fausse impression d'avoir le choix, mais on ne me laissait pas le choix parce qu'il y avait une espèce de pression sociale qui faisait que tu dois avoir une carrière, tu dois avoir un diplôme, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Et je devais prouver ma valeur en étant ultra productive, en étant en compétition, en agissant comme un homme. Et je pensais qu'en tant que femme, si je ne faisais pas les choses comme les hommes, alors j'étais paresseuse, inutile, sans intérêt, sans valeur. Toute mon enfance, on m'a dit que je n'avais pas besoin d'un homme, que les hommes sont là pour opprimer les femmes, pour profiter d'elles, qu'ils ont les meilleurs emplois et pas nous, que rester à la maison n'est pas épanouissant. Et vous savez quoi ? C'est en partie vrai. Et en même temps, c'est faux. Et je vais m'expliquer. Tout est un peu déformé. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je le disais, j'ai une vision assez équilibrée des choses. Et tout n'est pas complètement noir, tout n'est pas complètement blanc. Alors, oui, je n'ai pas besoin d'un homme, parce que je devrais être émotionnellement indépendante. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter mon précédent épisode sur l'indépendance d'une femme élégante, je vous invite à l'écouter pour que vous puissiez bien intégrer de quoi je parle quand je parle d'indépendance. Mais je parle surtout d'émotionnel, émotionnellement indépendante. Je peux et je dois être heureuse par moi-même, en tant qu'individu d'abord. Mais nous sommes des créatures de connexion. Non seulement nous avons soif de relations, mais nous en avons besoin. Nous avons besoin les uns des autres. Les hommes ont des qualités que les femmes n'ont pas et dont elles ont besoin, tout comme les femmes ont des qualités que les hommes n'ont pas et dont ils ont besoin. Oui, les hommes profitent des femmes. Tout être humain perturbé, sans morale, quel que soit son sexe, affirmera une position dominante sur un être humain qu'il jugera plus faible. Et c'était courant et répandu à une certaine époque, et il y a encore des machos aujourd'hui, des misogynes, mais la vérité est que maintenant, l'oppression est bien plus... pour moi, c'est une affaire de gens dérangés, en fait. Et c'est une affaire aussi de riches et de pauvres, plus qu'une affaire d'hommes et de femmes. Si vous regardez bien, la plupart des problèmes n'est pas forcément dû à un genre, mais vraiment à toute autre chose que vous pouvez imaginer, mais pas le genre, pas nécessairement. Autre chose, oui, ils ont des métiers que nous n'avons pas. Injustement, vous aurez les meilleurs rôles occupés en majorité par des hommes, mais nous parlons peut-être de 1 ou 2% des chanceux qui obtiennent les meilleurs rôles. Pour le reste d'entre nous, si vous regardez autour de vous, les hommes doivent aussi accomplir des tâches difficiles. Regardez bien autour de vous la prochaine fois. Ouvrez les yeux lorsque vous marcherez ou que vous conduirez dehors et vérifiez qui effectue les travaux manuels, qui font les maintenances, qui font les métiers très physiques et parfois dangereux. Eh bien, la majorité, est-ce qu'elle est composée d'hommes ou de femmes ? Lorsque vous appelez le secours, il y a des voleurs qui débarquent chez vous ou quelqu'un vous agresse dans la rue, est-ce que vous vous attendez à ce que ce soit un homme ou plutôt une femme qui vienne vous secourir, qui va se mettre en danger pour venir vous secourir? Alors, je sais, il y a toujours des exceptions, il y a des femmes pompiers, il y a des femmes policières, blablabla. Je suis tout à fait d'accord. Nous devrions tous faire ce à quoi nous sommes appelés. Je parle en général. Je ne suis pas contre les exceptions. J'ai eu un sage-femme, je sais plus comment c'est quoi le nom, qui m'a aidé à accoucher de mon deuxième enfant. Et il a très bien fait. Et je sais que Jeanne d'Arc a été appelée par Dieu lui-même pour être une guerrière et libérer les Français de l'invasion anglaise. Non, je veux juste que nous ouvrions les yeux et commençons à voir à quoi ressemble réellement le monde, au lieu de nous appuyer complètement sur ce que la société nous dit du monde. Moi, ce que je vois, c'est ceci. Je vois des hommes et des femmes qui se battent pour faire de leur mieux, pour être utiles à la société, pour être heureux, pour se rendre heureux les uns les autres. Il y a de l'oppression, mais il s'agit davantage de riches contre pauvres que hommes contre femmes. Je vois des femmes faire le double du travail qu'elles faisaient avant le féminisme. Elles sont épuisées, vidées, drainées complètement, parce qu'elles doivent se conformer à des normes tout simplement impossibles à atteindre. Elles doivent être plus instruites, elles doivent avoir une carrière, elles doivent être aussi productives que les hommes. Elles doivent être des mères excellentes en plus, des excellentes épouses et des femmes au foyer. Elles doivent en plus, à côté de ça, s'accorder, être ressembler aux standards de beauté. Et elles doivent forcément avoir toujours l'air belles, reposées, pimpantes, etc.
Je vois des hommes qui ne disent rien et qui obéissent, qui se sentent seuls car ils ne sont pas autorisés à exprimer des sentiments ou des émotions. La plupart d'entre eux se sentent seuls et ne savent pas comment y faire face. Je ne parle pas de cet homme qui est le PDG d'une grande entreprise qui gagne beaucoup d'argent. Je parle de l'homme moyen, de la majorité d'entre eux, ceux qui n'obtiennent pas la reconnaissance qu'ils méritent, qui n'ont jamais de merci pour votre protection, merci pour ce travail de construction, pour avoir fourni tout ce dont nous avions besoin, les ressources, etc. Au lieu de ça, ils prennent sur leurs épaules le blâme de cette oppression reçue de ce 1% d'hommes qui oppressent, effectivement. Et je pense que le jour où les gens comprendront qu'il ne devrait pas s'agir d'un combat homme contre femme, mais plutôt d'un combat nous deux contre le monde, alors là, il va y avoir des changements significatifs qui se produiront dans la vie des gens. Et la société, je trouve, a fait un excellent travail pour nous convaincre que nous devrions être divisés sur la base de notre sexe. Et c'est même arrivé jusque dans nos propres maisons. Parce qu'il y a des compétitions, parfois des épouses qui se sentent en compétition avec leur mari ou leur conjoint, parce que on a grandi comme ça, c'est notre génération, on a grandi comme ça, on nous a martelé que l'homme, nous étions en guerre contre lui et que nous devons lui prouver que nous n'avons pas besoin de lui. La citation avec laquelle vous m'avez entendu introduire cet épisode, je la répète, il semble impossible de passer toute sa vie sans avoir la douceur d'une présence féminine près de soi. Cette citation a été choisie parce qu'elle parle de la présence. L'un des mensonges auxquels nous avons cédé aujourd'hui est que nous, en tant que femmes, nous devons être productives et faire davantage pour prouver notre valeur. Mais laissez-moi vous dire que ce que je pense qu'une femme est, et je suis désolée si vous pensez que je me vante, mais les femmes sont la créature sur Terre qui est la plus proche de Dieu. Parce qu'elles ont la capacité de créer la vie. Elles ont, à leur échelle, la capacité de créer. Je ne sais pas si vous réalisez. Elle crée, la femme, elle crée et elle multiplie. Il y a le discours d'un pasteur qui est décédé maintenant, qui s'appelait Dr Monroe, qui est devenu viral parce qu'un jour il a déclaré, donc la femme multiplie, si vous donnez une maison à une femme, elle va la multiplier et elle vous donnera un foyer. Si vous donnez une graine à une femme, elle va multiplier cette graine et va vous donner un enfant. Si vous lui donnez des courses, si vous faites des courses, elle va les prendre, les multiplier et elle va vous faire un repas. Et il termine par si vous lui donnez des ennuis. Et là, je vous laisse deviner le produit fini. Hein. Mais tout ça, c'est simplement pour dire que nous avons totalement fermé les yeux sur ce que les femmes sont capables de faire, ce qu'elles apportent au monde. Et on l'a fait en plus en qualifiant certaines tâches de simplement des tâches dont nous devrions avoir honte, qui sont des tâches d'opprimés. Honnêtement, je ne me sens pas opprimée lorsque je fais la lessive, la vaisselle ou que je prépare un repas, parce bien sûr, ce ne sont pas des tâches que j'adore faire, mais je veux dire, je ne me sens pas opprimée par mon mari parce que je l'ai fait. Parce qu'en tant que personne qui a eu à avoir une carrière aussi, je peux vous dire que j'étais pas plus épanouie lorsque j'allais travailler pour un patron à l'extérieur de ma maison que lorsque je faisais le ménage pour ma propre famille, pour mon mari, pour l'homme que j'ai choisi pour partager ma vie. Le but n'est pas le même. Hein. Et je pense que c'est gratifiant de se sentir utile pour son foyer. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans votre couple, nous sommes dans une dynamique où on se montre chaque jour de la gratitude l'un envers l'autre. Il me remercie pour tout ce que je fais. Je me sens reconnue et moi, je lui dis aussi combien je suis reconnaissante qu'il soit là pour prendre soin de moi, de nos enfants, qu'il pourvoit, etc. Bien sûr, si on ne montre aucune gratitude ou si l'un d'entre nous ne montre pas de gratitude et que ça va que dans un sens, alors oui, le sentiment d'oppression est légitime. Mais cela a plus à voir avec le caractère qu'avec le sexe. Je tiens également à souligner comment la femme représente la paix, sa douceur, sa compassion, son intuition, sa capacité à nourrir, à prendre soin, crée un environnement dans lequel nous voulons tous vivre. Et je dis tous, mais je veux dire bien spécifiquement les hommes.
Parce que croyez-moi, vous ne voulez pas faire partie du monde masculin. C'est une jungle. Ils se battent. Tous les jours, c'est une bataille d'ego, de statut. C'est difficile. Ils doivent travailler. Ils doivent produire pour prouver leur valeur. Ils doivent rivaliser les uns avec les autres. Et ils ne peuvent montrer aucun signe de faiblesse. Ils doivent garder leurs sentiments pour eux. Ils doivent contenir tout ça et continuer. Et ainsi, dans ce monde totalement sombre et pas du tout accueillant, eh bien, les femmes sont une source de paix. Les femmes sont leur cocon sûr, où ils peuvent se reposer, profiter de la vie, tout simplement. J'ai entendu un créateur de contenu qui disait « Les hommes peuvent faire la guerre pour les femmes. Ils peuvent aller chasser, se battre pour une femme. » Et c'est ça le pouvoir qu'a une femme. Juste sa présence. Elle n'a rien à faire. Elle a juste besoin d'être. Et c'est tellement puissant. Je ne sais pas pourquoi je pense à cette analogie, mais on se souvient tous de Michael Jackson, forcément. Véritable légende, roi de la pop. Il est le seul qui pouvait arriver sur scène et rester immobile pendant 2 minutes d'affilée sans rien faire, sans rien dire, et avoir le public qui devient fou avec des gens qui crient, qui s'évanouissent. Juste sa présence. Et je veux que vous compreniez qu'en tant que femme, vous avez le même pouvoir. Et même plus que Michael Jackson, parce que lui, il a dû travailler pour arriver à ça. Mais vous êtes née femme. Si seulement vous pouviez le voir, ressentir et incarner cette féminité. Moi, maintenant, je me demande en fait si on n'écrase pas la féminité justement pour ça, si c'est pas voulu. On s'est dit, oh là là, les femmes sont super puissantes et on fait beaucoup de choses autour des femmes. Peut-être qu'on devrait leur dire que il faut être masculine, comme ça elles éteignent leur féminité elles-mêmes. Après, peut-être que je suis un peu trop en mode conspiration là, mais vous voyez ce que je veux dire? Non, vraiment, je vous encourage à embrasser votre féminité pour que vous puissiez vous sentir comme Michael Jackson, là, comme une légende. Vous êtes une légende. Pourquoi devons-nous revenir à la féminité? Eh bien, comme j'ai essayé de vous le dire là, la féminité est le pouvoir des femmes. Je l'ai vu au travail lorsque je travaillais dans un bureau. J'étais investigatrice en fraude pour une institution financière au Canada. Et lorsque les femmes avaient un rôle de pouvoir, même le plus petit, elles se comportaient comme des hommes. Et pour moi, ça me semblait pas naturel, mais bon, c'est juste moi. Et en réalité, il s'agit même pas d'agir comme des hommes, parce que les hommes, dans mon travail, étaient toujours respectueux, plutôt décontractés, presque cool, néanmoins professionnels, mais pas préoccupés au point de chercher à prouver leur valeur, leur statut, comme ces femmes-là, justement. Non, ces femmes-là, elles agissaient comme elles pensaient que les hommes agissaient, et elles ont choisi la version agressive de la masculinité. Elles étaient agressives et parfois même irrespectueuses. Moi, je me souviens d'une chef d'équipe qui n'était même pas de mon service, qui m'a envoyé un message depuis la messagerie interne un jour et qui m'a dit ne fais pas X, Y, Z. Je sais plus exactement c'était quoi l'instruction, mais en gros, elle m'a juste balancé ça comme ça, pas de bonjour. Bonjour, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, Nadia Donc, j'ai répondu bonjour, Julia. J'ai bien reçu la consigne clairement. Et même si je ne l'aurais pas fait de toute façon parce que cela ne fait pas partie de notre protocole dans notre service, j'aurais préféré un ton plus respectueux avec un s'il vous plaît et merci, ça aurait été apprécié. Je peux vous dire qu'elle ne m'a plus regardé dans les yeux après ça. Et toute cette allure masculine qu'elle se donnait s'est tombée en lambeaux, en tout cas à mes yeux. Je suis désolée, mais en matière de bonnes manières, si ça touche les bonnes manières, je n'ai aucune peur à être renvoyée. Je trouve que vous ne pouvez tout simplement pas agir comme si les personnes avec qui vous travaillez n'étaient pas des êtres humains qui méritent un minimum de respect. Nous ne sommes pas obligés d'être amis, mais nous devons interagir les uns avec les autres avec un minimum de considération. Et en fait, je me sens... J'ai un peu pitié de... Enfin, je sais pas si c'est de la pitié que je ressens, mais... Vous voyez l'idée? J'ai un peu pitié parce que cette idée qu'opprimer les autres est la voie à suivre pour être un leader est totalement fausse et c'est complètement déformé. Et si c'est ça, penser, avoir du pouvoir, je trouve que c'est destructeur en fait. Ces femmes-là s'autodétruisent.
Je ne dis pas que toutes les femmes occupant des postes élevés sur le lieu de travail sont comme ça, mais en réalité, c'est vraiment, je le vois assez souvent, c'est très, très commun. C'est communément admis que pour être respectée en tant que femme en position de pouvoir, il faut montrer les dents, s'habiller comme un homme, marcher comme un homme, parler comme un homme. D'ailleurs, cette femme dont je vous parle, qui était une chef d'équipe, elle était vraiment comme un homme. Enfin, et elle n'a pas toujours été comme ça, parce que j'ai vu des photos sur son bureau, elle était féminine. Mais je pense qu'une fois qu'elle a commencé à monter les échelons, elle s'est dit, Donc elle avait cette coupe courte avec, vous savez, le côté rasé sur le crâne, là. Elle s'habillait comme un homme. Je crois qu'une fois, elle était même venue avec ses chiens au bureau. Enfin, bref. Moi, je rentre dans les détails, là, mais en gros, quand je dis elles se sentent obligées de marcher comme un homme, parler comme un homme, je dis surtout la version agressive de l'homme qu'elle pense être. D'ailleurs, lors de mon dernier atelier, j'ai une femme qui m'a demandé, enfin c'était à Paris, quelqu'un m'a demandé comment pouvez-vous vous faire respecter lorsque vous êtes dans un domaine qui est dominé par les hommes. Et donc j'ai répondu, il faut comprendre que vous êtes une femme. Donc les hommes qui vous regardent, ils savent que vous êtes une femme. Ils vous voient comme une femme. Donc il faut agir comme une femme, mais une femme puissante, d'accord ? Ils vous voient comme une femme. Donc agir comme eux, c'est pas ce qui sera le plus efficace. Si la femme est puissante, rien que par sa présence, comme je vous l'ai dit, alors vous allez utiliser votre pouvoir, votre présence. Et c'est aussi simple que cela. Si vous n'êtes pas écouté, vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas pris au sérieux, on ne vous prend pas en considération, on ne vous respecte pas, vous allez supprimer ce qui vous rend précieuse aux yeux des hommes. Et là, ça s'applique autant dans le monde du travail que même dans les relations. Vous êtes précieuse par votre présence. Le jour où vous comprenez que les hommes ont besoin de votre paix, ils ont besoin de votre intuition féminine, ils ont besoin de votre grâce, ils ont besoin de votre intelligence émotionnelle. Vous retirez votre présence, vous la retirez. Vous devenez silencieuse, vous récupérez votre énergie, votre présence, toute l'affection, l'énergie que vous dépensiez, tout ça, vous reprenez tout ça pour vous. Et je ne parle pas de la présence physique, mais vraiment de votre énergie. Je sais que j'utilise ce mot beaucoup, mais je ne sais pas si vous comprenez. Je ne parle pas uniquement de la présence. On n'est pas là pour faire semblant. C'est vraiment toute l'attention que vous leur donniez, vous reprenez ça et vous le concentrez sur vous. Votre présence mentale, votre présence émotionnelle. Les hommes ne peuvent pas vivre sans ça. Si les hommes n'étaient faits que d'hommes, enfin si le monde n'était fait que d'hommes, ils s'entretueraient. C'est ce qu'ils font d'ailleurs, mais ils ont besoin des femmes. Donc retirer, en fait, ça veut dire retirer, ne parlez plus et retirez-vous. Et d'ailleurs, ça a été confirmé parce que dans cet atelier-là, il y avait une femme qui travaillait aussi dans un monde de juristes, je crois, qui avait la cinquantaine et qui disait c'est exactement vrai et qu'elle avait mis quelques années à le comprendre, que ce n'est pas en se comportant comme des hommes, en criant, en parlant fort, en étant agressive, etc., que ça a fonctionné. Ça ne fonctionne. On ne peut pas être respecté en tant que femme puissante si on se comporte comme des hommes. Il faut se comporter comme des femmes puissantes. Et une femme puissante, elle reprend sa parole, elle devient silencieuse, elle se retire, elle retire sa présence. Et donc, ce que je dis, c'est que les hommes sont plus sensibles à l'absence d'une femme qu'aux paroles ou aux actes d'une femme. Elle ne se fera pas remarquer en faisant plus, en disant plus, elle se fera remarquer en n'étant plus là. Mais ce que je crois donc, et c'est ce que vous devez retenir, c'est qu'une femme peut occuper une position de pouvoir tout en restant féminine. Et je dirais même, elle peut occuper une position de pouvoir si elle est féminine. Pourquoi devons-nous penser que la compassion, la gentillesse, la grâce, l'élégance, la douceur, l'intuition, l'intelligence émotionnelle, pourquoi est-ce qu'on pense que ces qualités ne sont pas compatibles avec l'efficacité, la productivité, le raisonnement, le leadership ? Moi, je pense aux deux Élisabeth, les reines d'Angleterre. Vous avez Élisabeth la première et la seconde, toutes les deux des légendes. Elles portaient des robes, elles étaient élégantes, elles étaient aux soins, elles avaient de la compassion, elles étaient des femmes féminines. Et elles sont maintenant connues dans l'histoire comme de grandes dirigeantes, des exemples de leadership
Quand j'ai commencé mon parcours pour devenir une femme élégante, j'avais 17 ans. Et j'étais encore très, très influencée par toutes les croyances que j'avais bues, absorbées en grandissant à travers les films, la musique, etc. Jusqu'à mon mariage. Parce que même juste après m'être mariée, j'étais encore en compétition avec mon mari dans ma tête. Et c'était très inconscient, hein, c'était vraiment inconscient. Il m'a fallu du temps pour embrasser complètement ma féminité, et j'étais encore très en compétition avec les hommes dans ma tête. Il faut comprendre que les deux genres sont utiles et censés travailler ensemble, et non l'un contre l'autre. Toutes les chansons que j'avais écoutées, les films que j'avais regardés, tous ces « je n'ai pas besoin d'un homme, je suis mon propre patron », je suis une boss babe. J'ai mentionné dans un de mes articles sur cette façon qu'avait Hollywood de glamouriser les femmes épuisées, comme si c'était devenu cool d'être une superwoman qui fait tout, qui s'épuise, qui se donne, et qui ressemble à une version super maladroite qui renverse son café parce qu'elle est dans le rush du matin, etc. La carrière, les enfants, la maison. Mais ensuite, j'ai commencé ma transformation pour devenir une version plus élégante de moi-même, et j'ai appris les attributs de la femme élégante. Et à un moment donné, je ne pouvais plus continuer d'étouffer ma féminité. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me permettre d'être une femme sans me sentir faible. J'ai compris que la gentillesse ne veut pas dire fragile, et au contraire, je la vois comme une force. En portant des robes, quand même dans un environnement où on vous dit qu'il faut porter un costume comme un homme, si vous voulez vous affirmer, si vous voulez affirmer votre autorité. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le pouvoir. Je suis puissante parce que je suis une femme. Et je montre que je suis une femme. Et je ne me plains pas d'être une femme. Ma féminité, c'est mon super pouvoir, en fait. Personne ne peut venir vers moi et me dire « Ah, tu es une femme, tu es faible », parce que je vais rire au nez. Je vais dire, mais quelqu'un qui est capable aujourd'hui de dire qu'une femme est faible est tout simplement ignorante, et cette personne ne mérite pas mon énergie, et je ne suis pas là pour les enseigner, donc il faut les laisser croire ce qu'ils veulent croire, mais ils vont certainement pas me faire croire à moi que je n'ai aucune puissance, au contraire. Moi, ma puissance, c'est justement de ne pas être un homme. On ne veut pas être des hommes, parce que si on est des hommes, on n'a plus notre super pouvoir, notre féminité. Nous éclairons le monde, littéralement. Nous rendons le monde vivable. Donc il faut montrer ce pouvoir-là. Moi, maintenant, aujourd'hui, je ne peux plus être dérangée par cette propagande qui dit qu'il faut être comme un homme pour avoir de la valeur. C'est faux. Au lieu de ça, je suis ici, j'établis mon autorité divine et féminine avec la puissance de toutes les qualités qui font de moi une femme. Ma capacité à créer, ma capacité à apporter la paix, à être la paix, ma bienveillance, mon intuition, ma compassion, mon intelligence émotionnelle, ma capacité à ressentir mes émotions, à comprendre les émotions des personnes qui sont en face de moi, c'est extrêmement puissant. Et maintenant, j'ai envie de dire au monde, vous voulez pas de ma féminité, c'est pas grave, vous l'aurez de toute façon. Donc, je sais pas si j'ai réussi à vous convaincre d'embrasser votre féminité, mais si c'est le cas et que vous souhaitez chercher à cultiver votre féminité, j'ai 5 petits conseils à vous donner. Le premier, faites une désintoxication. Désintoxiquez-vous des fausses croyances. Donc, tout ce dont je vous ai parlé auparavant, j'ai mis des années à me nettoyer de tout ce que j'avais pu avaler comme croyances, comme quoi il fallait être comme les hommes, etc. Il faut se débarrasser de tout ça. Il faut savoir que j'apprécie tout le travail qui a été accompli. Je ne suis pas contre les féministes. Enfin, disons que le féminisme d'avant, oui. Le féminisme d'aujourd'hui, toxique. J'apprécie tout le travail qui a été accompli au fil des siècles. La lutte, pour que les femmes puissent avoir le droit de voter, d'avoir un compte bancaire, d'avoir l'indépendance, du respect, de la reconnaissance. Mais je ne crois pas que cela doit être fait d'une manière qui conduit à être en guerre contre les hommes. Je vois beaucoup de femmes avoir une telle rage, une telle colère contre les hommes que ça devient vraiment toxique. Et si réfléchissons un petit moment, comment peut-on être en guerre? Comment peut-on détester les hommes? On leur donne naissance, on les élève, on les marie. Comment pouvons-nous être en guerre avec eux?
c'est certain qu'être en guerre ou en compétition avec eux ne peut rien apporter de bon à long terme. Non, je pense que les femmes ont besoin d'être reconnues, elles ont besoin d'être entendues et comprises par les hommes. Elles ont aussi besoin que le monde s'adapte à elles. Je vous en dirai un peu plus lorsque je parlerai de physiologie, vous savez, de notre cycle, etc. Parce qu'on a besoin d'un monde dans lequel nous savons que les femmes ont peu d'énergie lorsqu'elles ont leurs règles et devraient donc se reposer pendant ce temps. Un monde où une femme ne sera pas critiquée pour avoir choisi de rester à la maison ou pour avoir choisi de ne pas avoir d'enfants ou de se concentrer sur sa carrière. Chaque être a sa vocation, chaque être a ses compétences et son utilité. Je pense que le monde devrait s'ajuster de manière à ce que la femme est reconnue non pas que par les hommes, mais aussi par les femmes. Parce que si vous regardez bien, les femmes ayant ces croyances-là aussi, elles vont s'attaquer aux femmes qui vont refuser de se comporter comme les hommes aussi. Et ça, c'est triste. Deuxième chose, habillez-vous de manière féminine. Adoptez la soie, le fluide, le fleuri, le rose, les talons, les robes. Embrassez l'élégance. Ce que je veux dire, si c'est quelque chose que vous voulez, bien sûr, parce qu'on n'a pas tous le même niveau de féminité en soi. Hein. Si c'est quelque chose que vous voulez, mais que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas le faire à cause de ce que les gens pourraient penser de vous, faites-le quand même. Ce que vous ressentirez vaut la peine de surmonter cette peur que vous avez de ce que les gens pensent de vous. Il y a du pouvoir dans la façon dont vous vous habillez. Je peux vous essayer de vous expliquer comment ça marche, mais le moyen le plus efficace est que vous le fassiez. Moi, dans ma garde-robe, j'ai quelques robes que j'appelle des robes de déesse. Et ce sont quelques pièces que je porte quand je veux volontairement me sentir absolument divine. Je veux me sentir comme une déesse. Quand je porte ces pièces-là, je suis particulière. Je ne suis vraiment pas régulière. Je suis puissante. Je suis féminine. Je suis d'un autre monde. Je ne sais pas comment dire, mais je ne sais pas comment ça va fonctionner exactement, mais ça libère quelque chose en moi et je marche différemment. Je me tiens différemment, je pense différemment. Il n'y a aucune négativité qui peut m'atteindre à ce moment-là. Et la manière dont je suis traitée, le traitement qui vient de l'extérieur, est totalement différent. Les choses changent sans que je fasse trop d'efforts. J'attire plus de bien, j'attire plus de bénédictions, j'attire plus de bonnes personnes. Donc, j'ai envie de vous dire, j'insiste parce que vraiment, si ça marche pour moi, ça peut que marcher pour vous. Essayez-le et dites-moi ce que vous ressentez. Numéro 3, cultiver la féminité. Alors, quand je dis cultiver la féminité, je parle de créer, faites partie d'une communauté féminine. On entend souvent les femmes ne se déchirent pas, elles se soutiennent. En théorie, c'est beau et c'est la vérité absolue. Mais laissez-moi dire qu'en réalité, la plupart des commentaires haineux que je reçois viennent des femmes. Donc on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et c'est dommage parce que une communauté de femmes, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver à nous les femmes. Puisque bien entendu, là où on ne peut pas avoir de reconnaissance ou de compréhension de nos émotions par les hommes, on l'a entre femmes. Les femmes s'écoutent, les femmes se consolent, on peut parler, on peut pleurer, on peut échanger, on sait comment s'élever, on sait comment se parler. Et donc oui, avoir un groupe de femmes, de bonnes amies dans son entourage, c'est avoir une vie qui est plus belle. Parce que je dis, on rend la vie plus belle pour les hommes, mais on se la rend aussi plus belle pour nous. C'est vraiment un groupe de femmes, c'est vraiment un système de soutien efficace, surtout lorsque la vie devient dure. Mais je vous encourage à créer des liens avec d'autres femmes qui partagent les mêmes intérêts que vous, à les soutenir, à les élever comme elles vous élèvent aussi. Je parlerai probablement de l'amitié des femmes dans un autre épisode. Si c'est quelque chose que vous aimeriez m'entendre parler, faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 4, arrêtez de vous sentir coupable d'avoir des caractéristiques féminines. Abandonnez le sentiment que vous devez justifier vos choix. Donc comme je le disais tout à l'heure, si vous avez décidé d'être une mère au foyer ou d'être carriériste ou de faire les choix que vous faites, si vous avez des traits particulièrement féminins, une grande compassion, une grande gentillesse, ne le voyez pas comme quelque chose que vous devez justifier, arrêtez de vous sentir coupable. C'est un don, c'est un don de Dieu, vous êtes comme ça. Arrêtez de vous sentir coupable lorsque vous sentez que vous devez vous reposer, et ça je vais y revenir tout à l'heure dans le 5e point, parce que nous sommes des femmes et nous sommes différentes, d'accord ? Donc ça veut dire embrasser complètement
ce que vous êtes, vos caractéristiques. Et comprenez que c'est très bien de ne pas être comme un homme. Encore une fois, nous les femmes, nous sommes intuitives, nous sommes très en contact avec nos émotions, et c'est un super pouvoir. Vous avez forcément entendu parler du QI. Eh bien, si vous ne le saviez pas, il existe également un QE, et je crois que les femmes ont un niveau, un quotient émotionnel, donc bien plus élevé que les hommes, parce que nous sommes programmés de manière à ce que nous n'avons pas peur de ressentir ce que nous ressentons. Nous avons cette capacité d'analyser nos sentiments, de les accepter, de les comprendre, de les écouter. Et c'est une énorme compétence. Vous avez besoin d'intelligence émotionnelle pour vos interactions. Et comme le disent de nombreux experts, le bonheur dépend de la qualité de vos relations. Ne vous sentez pas coupable d'avoir des caractéristiques féminines. Et enfin, numéro 5, écoutez votre corps et soyez donc en contact avec vos émotions. Je suis en train de lire, ou d'écouter plutôt, un livre intitulé, alors c'est un livre en anglais, je suis désolée, je ne sais pas s'il sera traduit en français ou s'il a déjà été traduit en français, mais ça s'appelle In the Flow. Et c'est un livre qui a été écrit par Alisa Vitti. Elle est chercheuse et elle a consacré des années d'études au cycle féminin. Bon, même si son ton est clairement irrité contre le patriarcat, et ce qui, au bout de quelques pages, a commencé à moi-même m'irriter parce que je ne suis pas là pour entendre à quel point les hommes sont méchants, je suis là pour en apprendre davantage sur le féminin. Bon, bref, son savoir m'a été d'un grand secours, mais vraiment une illumination, et je recommande la lecture. Elle explique comment les hormones jouent un rôle important dans la façon dont nous nous sentons au quotidien, comment les niveaux d'hormones fluctuent en fonction de la partie du cycle dans laquelle nous nous trouvons. Et une chose qui m'a complètement chamboulé la manière dont je percevais les choses, c'est cette information-là. Les hommes sont sur un cycle hormonal de 24 heures, mais nous les femmes, on suit un cycle de 28 jours. Et je sais que il y en a beaucoup d'entre vous qui savaient déjà ça depuis super longtemps, mais le jour où j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais on ne peut vraiment pas faire comme les hommes alors. C'est marrant parce que il y a cette comparaison qui est faite. Donc les hommes sont sur un cycle de 24 heures, donc ils sont plus comme le soleil, et les femmes sont sur un cycle de 28 jours et sont plus comme la lune. Et je trouve ça tellement beau parce que je me dis encore une beauté de la création qui est incroyable. Enfin. Tout ça pour dire que ça signifie que nous ne pouvons pas être productifs comme le sont les hommes. Nous aurons des jours dans notre cycle où nous avons beaucoup d'énergie. Nous avons un très haut niveau d'énergie. On sera créatif, on sera social, on sera efficace. Et puis, nous allons avoir des jours à faible niveau d'énergie où nous n'aurons pas d'autre choix que de nous reposer, de réfléchir, de faire une petite introspection, de prendre soin de notre corps et de notre esprit. Donc, je n'ai pas encore terminé ce livre, mais j'ai déjà commencé à mettre en œuvre certains conseils. Ça fait 2-3 mois, je planifie mes activités en fonction de l'endroit où j'en suis dans mon cycle. Par exemple, si j'ai besoin de créer du contenu ou d'écrire, parce que je continue d'écrire mon livre et d'écrire des e-books, j'essaierai de le faire pendant ma phase folliculaire. Cette phase dure environ 8 à 10 jours. Et c'est à ce moment-là que je pourrai créer, réfléchir et écrire. La phase d'ovulation est celle où nous sommes le plus sociables. Nous communiquons, l'énergie est très élevée. Et là où, au moment où on saigne, donc, c'est ce moment-là où je ralentis. Et maintenant, ce qu'il y a de bien de connaître toutes ces choses, à cette connaissance-là, c'est que je ne me sens plus coupable, en fait, de passer des journées à, alors pas rien faire, mais ralentir. Et ça va se traduire par vous savez, ces listes qu'on se fait tous les jours, choses à faire aujourd'hui. Bon, ces listes-là vont réduire, il y en aura moins. Je vais me donner plus de temps, je vais me reposer, je vais écouter mon corps. S'il me dit couche-toi, je vais me coucher. Si j'ai mal, je vais m'asseoir, je vais essayer de me reposer un maximum. Je vais prendre ce temps-là plus pour réfléchir, pour prendre soin de moi et éventuellement planifier tranquillement dans ma tête
avoir une petite réflexion de comment s'est passé le travail, ou enfin la vie en général, les semaines précédentes. Prendre soin de moi, parce que je comprends que mon corps est programmé de cette façon. Essayer d'être productive comme un homme sur un cycle de 24 heures, en fait, c'est totalement destructeur. Et maintenant, je me dis, mais c'est pas étonnant, en fait, que les femmes ont l'air épuisées. Elles font ça depuis des années, elles essayent d'être sur un cycle de 24 heures comme les hommes, et tout en étant des femmes, et c'est complètement destructeur. Maintenant, depuis que j'ai implanté ça, je suis plus efficace. Je me sens moins fatiguée, ma charge mentale est plus légère, et physiquement, je me sens beaucoup mieux. Et bizarrement aussi, je me sens moins ballonnée, moins stressée. Mais je dois terminer ce livre parce qu'il y a d'autres aspects qui sont également différents, comme la nourriture que vous mangez en fonction du cycle dans lequel vous vous trouvez, le type d'exercice que vous faites, etc. Une chose que j'ai retenue, par exemple, c'est que vous devez éviter l'alcool et la caféine lorsque vous avez vos règles, je crois, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, il faut vraiment regarder ça de plus près et je vous conseille d'en savoir plus sur vous, votre cycle, votre corps. Alors, récapitulons. Numéro 1. Faites une cure de désintoxication des mauvaises croyances. Numéro 2, habillez-vous un peu plus féminin. Numéro 3, arrêtez de vous sentir coupable d'avoir des traits féminins. Numéro 4, cultivez la féminité dans le sens de ayez une communauté de femmes avec vous. Et numéro 5, écoutez votre corps, connaissez-le. Voilà donc ce que je peux vous dire, ce que je peux dire par embrasser votre féminité. Au lieu d'essayer de supprimer ce qui fait de nous des femmes, au lieu d'agir, de faire, de penser comme les hommes, nous devrions en apprendre davantage sur les caractéristiques des femmes, sur leur biologie, sur leurs traits particuliers. Et au lieu de voir tout ça comme des inconvénients, des problèmes, des faiblesses, on doit ajuster nos vies et les voir comme des puissances, en fait. C'est pas faible, c'est différent. Et faire donc ajuster notre vie en fonction de ça. Soyez une femme pleinement, sans culpabiliser, mais en sachant que nous sommes la vie, nous sommes la beauté, nous sommes ce qui fait que le monde est plus agréable à vivre. Et ça, c'est super puissant. Pour conclure sur combien nous étions censés être une bénédiction aux yeux de Dieu, voici un verset de Proverbes, chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une épouse trouve une bonne chose et obtient la faveur du Seigneur. Vous vous rendez compte? Nous sommes une faveur. Nous sommes désignés comme une faveur. Je vous souhaite tout le succès possible dans votre transformation pour devenir la femme féminine que vous souhaitez être. Si vous aimez la méditation sous forme d'affirmation et de déclarations positives que vous pouvez écouter, répéter, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Madame Kavongo et à cliquer sur la playlist Affirmation pour la femme élégante. Vous y trouverez une vidéo axée sur la féminité. Restez à l'écoute pour le prochain podcast qui vous aidera à prendre confiance en vous, à vous élever et à devenir la version la plus raffinée de vous-même. N'oubliez pas, la féminité est votre super pouvoir. Merci de votre écoute, à la semaine prochaine.